Bienvenue sur Vitamine B, le podcast de Bartol qui explore des thématiques liées à la transformation des organisations et à leur adaptation aux enjeux du monde moderne. Dans notre série Hémisphères croisés, nous explorons, au travers d'un dialogue alliant science et business, la manière dont l'intelligence artificielle transforme notre cerveau et nos comportements. Je suis Margot, directrice chez Bartol, et au quotidien, je travaille avec des entreprises qui essayent de comprendre les impacts de ces technologies sur leur métier, leurs équipes et sur eux-mêmes. Pour ces premiers épisodes, je partage le micro avec Jean-Pierre. Il est neurophysiologiste et a passé sa carrière à étudier la manière dont notre cerveau fonctionne, ce qui nous pousse à agir et à décider. Nous sommes père et fille, deux regards, deux générations, deux approches. Ensemble, nous vous proposons de croiser nos points de vue sur des questions qui seront déterminantes pour demain. L'IA est déjà en train de devenir un outil du quotidien pour beaucoup d'entre nous. Elle s'invite dans nos recherches, nos décisions, nos créations. Dans cet épisode, nous aborderons la question suivante. Son utilisation quotidienne nous impacte-t-elle vraiment ? Est-ce que l'IA peut induire une modification du fonctionnement cérébral? La réponse est bien évidemment oui. On a un exemple, ancien, lorsqu'est apparue, l'écriture, alphabétique, au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, notre cerveau n'était pas fait pour qu'on sache écrire et qu'on sache lire. Le cerveau s'est progressivement constitué chez tous les individus et se forme encore aujourd'hui chez les enfants en cours d'évolution, et on sait qu'il y a il s'est constitu il y a ma on sait qu'il y a un réseau de la lecture dans notre cerveau qui, passe par certaines zones ou certaines localisations du cerveau, certains hubs si vous voulez, qui sont reliés en haut en entre eux par un certain nombre de réseaux, qui va faire un réseau qui est très étendu dans le cerveau, qui nous permet d'écrire, de lire et de comprendre, bien évidemment, ce qu'on écrit et ce qu'on lit. Un exemple, par exemple, vous avez dans le cerveau un petit hub localisé. On sait que si cette petite région est détruite chez un adulte, ou si on le stimule avec de l'électricité, le sujet va avoir une alexie, c'est-à-dire qu'il sera incapable de lire, du fait de la destruction de cette zone. Donc la lecture qui n'existait pas, enfin l'écriture qui n'existait pas lorsque l'homme a commencé à se former lors de l'évolution sur terre, est apparue secondairement et a modifié notre cerveau. Et l'environnement en permanent, c'est la base du darwinisme, l'environnement de manière permanente, modifie le fonctionnement de notre cerveau, chaque jour. Donc l'IA, bien évidemment, tout va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce que ça va être une utilisation anecdotique? Est-ce que ça va être une utilisation intensive et qui va, en fonction de ça, plus ou moins modifier, l'organisation, de nos fonctions cérébrales? Donc, par exemple, aujourd'hui, l'IA, donc elle permet à la fois de rechercher les informations rapidement, elle permet de structurer, un raisonnement, elle permet un certain nombre de choses. Heu, comment pour toi, quels vont être les principaux, impacts de l'utilisation, par exemple, d'un outil, comme, ChatGPT? Alors, si, ben, faut revenir à ce que je vous disais auparavant, mais si jamais l'IA est utilisée comme une machine à penser, penser à notre place, on sait, par les études des psychologues et des physiologistes, on sait qu'une des régions importantes qui sert à notre raisonnement, qui sert à classer, qui sert à prendre des décisions, c'est une région du cerveau qui est tout antérieure au niveau du cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le risque, si on n'utilise plus ce cortex préfrontal, pour justement tous ces processus, et ben, celui-ci s'atrophie progressivement, hein. On sait très bien que ce cortex préfrontal, son volume est lié au développement, des chimpanzés, et il atteint son maximum de développement chez l'homme, qu'il c'est probablement aussi chez l'homme, il a pris une importance et un développement considérable au cours de l'évolution, mais il pourrait très bien prendre le chemin inverse et s'atrophier. Comme on sait, je cite toujours cet exemple,
On peut hypertrophier une partie de notre cerveau de par ses fonctions, mais on peut aussi l'atrophier. Si on n'a plus à utiliser ce cortex préfrontal, il va s'atrophier et on va devenir bête. Le Mais résultat de l'IA. sur cette histoire d'atrophie ou justement de développement, j'avais noté cette expérience intéressante sur les chauffeurs de taxi à Londres pour voir la puissance en fait de ce qu'on appelle, la neuroplasticité. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, c'est pas une expérience, c'est simplement une constatation. Il y a une vingtaine d'années, il y a un neurologue, de Londres, qui à l'époque, c'était avant bien sûr qu'on ait les systèmes, de navigation, heu, autonomes, hein. C'était à l'époque où ça reposait essentiellement sur la mémoire du chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi londoniens devaient apprendre le plan de Londres, devaient connaître parfaitement le plan de Londres. Il y a une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, c'est une toute petite structure dont on sait que c'est le centre de la mémoire visio-spatiale. Et en faisant passer des IRM à ces chauffeurs de taxi, il s'est rendu compte que ces chauffeurs de taxi, par rapport à la moyenne, avaient une hypertrophie de cette petite structure. C'est-à-dire qu'elle était plus grosse que la moyenne. Donc vous voyez, ça peut avoir un effet macroscopique qui peut se voir. Donc pareil, si quelque chose pense à notre place, eh ben, le phénomène inverse, l'atrophie, peut également, cette région peut, ne servant plus, s'atrophie et puis le risque, c'est que de revenir en arrière peut être difficile chez les individus et chez la société, c'est-à-dire la collectivité. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que si on refaisait, sûrement cette ces constatations sur les taxis aujourd'hui, probablement qu'ils auraient un hippocampe, peut-être plus proche de la moyenne, qu'en 2013 puisqu'entre-temps on a eu, Waze et d'autres outils, nous permettant de nous repérer, dans les rues. Est-ce qu'il y a déjà des études qui montrent, la modification de la structure cérébrale, chez des utilisateurs intensifs de, technologies? Alors peut-être pas l'IA parce que c'est assez récent, mais, par exemple, d'utilisation des réseaux sociaux ou de la télé? Alors, c'est plutôt des études psychologiques que des études, qui montrent effectivement chez les enfants et les adolescents des problèmes d'attention, des problèmes d'apprentissage. Heu, Sans qu'on ait mesuré encore un impact macroscopique. Alors peut-être au niveau des réseaux aussi, il y a des études préliminaires qui montrent que ceux qui utilisent, l'IA ont certains réseaux qui sont manifestement, qui deviennent, pas atrophiés, mais qui cessent de fonctionner. Donc lorsqu'on fait une IAM fonctionnelle pour mesurer une fonction, on note que ces fonctions-là ne s'allument plus, alors elles s'éteignent, donc avec le risque, je vous disais, d'une atrophie secondaire de Tu ces parles de réseaux. l'étude du MIT sur, Oui. l'accumulation de la Voilà, c'est dette, ça. cognitive? Alors que ceux qui l'utilisent pas gardent allumés ces réseaux sont toujours en fonction. Alors, j'en reviens toujours, si on n'utilise plus ces réseaux, bah, ces réseaux vont dépérir au profit, d'autres réseaux portant d'autres fonctions et cetera. Mais quelles fonctions? Qu'est-ce que l'IA va faire fonctionner chez nous? Qu'est-ce que l'IA va chez la majorité des gens, va induire dans une force cérébrale qui n'existait pas avant. Je suis bien embêté Donc pour pour toi, répondre. il y a un risque de perte finalement de notre capacité à réfléchir, à penser en utilisant ce Voilà. type et d'outils, et 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 le risque, c'est sûr. Ah non, mais, c'est pas un risque, c'est une certitude. et est-ce que finalement, si on compare à d'autres technologies, donc alors la télé, c'est pas tout à fait le même type de technologie, mais en tout cas, c'est une technologie, passive dont on a beaucoup dit qu'elle allait nous rendre, bêtes, donc peut-être, qu'elle nous rend plus bêtes, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une partie de la population qui va regarder la télé, régulièrement et des émissions pas forcément, qui vous élèvent et il y a une autre partie de la population qui va regarder la télé de temps en temps et qui va regarder plutôt des choses de qualité et finalement qui perd pas, cette capacité,
à penser et qui reste, actif, dans voilà. Je sais pas ce que tu penses de cette comparaison? Oh, c'est difficile parce que la télévision est un vieil instrument. D'autre part, la télévision s'est beaucoup manifestée. Voir des programmes de qualité à la télévision de nos jours, c'est quand même difficile. Je crois même que je dirais que c'est un challenge. Et puis la télévision, manifestement, dans le temps que leur consacrent les adolescents, d'après ce que j'ai pu voir, a beaucoup diminué. Oui, Ils après c'est s'informent sur du temps d'écran, et ils ont et déplacé et et ils le s'informent pas avec l'IA, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont quelque chose qui me paraît, prémonitoire de ce qui risque de se passer avec l'IA. c'est-à-dire? Bah, les réseaux sociaux, on voit bien quand on étudie leur utilisation, c'est d'abord ce que je te disais, c'est les gens s'en servent comme coaching, hein, ça il Oui, y a des trucs qui ouais, je t'ai expliqué que ça, c'était une catastrophe. Deuxièmement, après, ils s'en servent comme un moteur de recherche. Ça, c'est plus problématique parce que ça consomme beaucoup plus d'énergie qu'un moteur de recherche. Donc voilà, le problème, c'est plus l'utilisation qu'on va en faire, comme tout, c'est ça, et en sachant que l'homme, comme le cerveau de l'homme est paresseux, hein, je me mmh, dis que il utilise plutôt les systèmes courts parce que c'est plus rapide et le cerveau est paresseux. L'homme étant paresseux, il est à craindre, qu'il se laisse porter, vers des solutions, comme on le voit à la télé ou sur les réseaux sociaux, à des programmes de faible valeur symbolique, mmh. de très faible valeur symbolique. Donc ça va pas augmenter l'intelligence humaine. C'est peut-être pour ça, alors peut-être que je serai plus pessimiste du fait que tout ça risque de rabaisser l'intelligence humaine, l'IA va peut-être devenir plus intelligente que l'homme, hein. Oui, après finalement, enfin je prenais l'exemple de la télé parce qu'on a beaucoup dit ça de la télé, on dit ça du smartphone, on dit ça des réseaux sociaux puis et finalement aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études qui montrent ça non Et si, plus. il y a des études qui ont été faites notamment, alors je crois que c'est sur les réseaux sociaux, qui ont étudié l'impact sur les apprentissages, sur, des réseaux sociaux sur les jeunes, sur les enfants et les adolescents. Donc ce qu'ils ont remarqué, c'est un phénomène d'exclusion. C'est-à-dire que, pendant que tu es sur des heures sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas autre chose. Mmh mh. Donc les gens, des alors je pense que ça a plutôt une tendance, comme toujours, de rendre plus médiocre une génération. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens qui, s'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, auraient fait des choses lues, heu, fait des choses, qui auraient développé leur intelligence, ne le font plus. Donc ils deviennent plus faibles d'un point de Mmh. vue, instruction. Inversement, ceux des classes défavorisées et les réseaux sociaux ont plutôt tendance à augmenter leur instruction parce que sinon ils auraient rien fait, ils auraient pas fait de choses, heu, Finalement, tu penses que ça va peut-être augmenter, la fracture entre les gens? Il va peut-être y avoir un différentiel plus fort, ça me paraît certain que ça va augmenter la fracture. Ça va en tous les cas augmenter la fracture entre ceux qui créent des réseaux sociaux qui créent de l'IA et ceux qui l'utilisent comme une machine à penser, qui va penser à leur place. Ça, c'est sûr que ça va créer une fracture entre des gens, je reprends les modèles qui ont été critiqués de Bourdieu, qui vont dominer et des choses qui vont se laisser manipuler. On sait qu'on voit bien avec les réseaux sociaux qu'on crée facilement des phénomènes de foule, avec tout ce que ça veut qui dire. va être accentué par les fake news, qui vont être de plus en plus réelles grâce à l'IA. Oui, il y a ça. On se rend compte que l'IA peut propager, peut propager, à partir de choses qui te paraissent séduisantes. On en revient aux sophistes. Les sophistes sont séduisants parce qu'ils parlent d'une manière, heu élégante, apparemment argumentée, donc qui plaît aux gens à qui ils s'adressent et des gens disent: «Ah ben ces gens-là», sans réfléchir forcément à ce qu'ils sont en train de raconter. Ou le sens de finalement et la vérité de ce qu'ils racontent passe au second plan. Oui, je pour les auditeurs, on a eu un petit, débat hors antenne sur, Socrate, donc à travers Platon, qui disait que l'écriture allait permettre, aux sophistes d'accéder à une connaissance qu'ils n'auraient pas eux-mêmes digérée et donc à redire des choses, bêtement, grâce à l'écriture en les répétant, sans avoir, par eux-mêmes formé leur pensée sur un discours. Voilà, donc Socrate expliquait ça donc dans un dialogue, imaginaire, qu'on pouvait avoir des opposants, à tout ce qui était écriture.
Voilà, pour remettre, par rapport aux sophistes qui pourraient profiter de la Non, situation. mais le gros problème de l'IA, c'est que c'est un système qui fait une moyenne, c'est quelque chose qui n'est pas curieux, qui n'a pas de doute, qui ne crée pas. Par exemple, on explique pour la création de texte, hein, donc l'IA, peut créer des ter fait des créations de texte. Il est probable que, ça pourra écrire de nombreux romans policiers, très efficaces, de très nombreux romans actuels tels qu'on nous écrit, et je ne vais pas citer d'auteur, je ne veux pas me fâcher avec personne, mais quand on réfléchit à la littérature, est-ce qu'elle pourra écrire Madame Bovary ou l'Éducation sentimentale? Est-ce qu'elle pourra provoquer la rupture qu'a été Flaubert? Est-ce qu'elle pourra provoquer la rupture qu'a été, La Recherche du temps perdu? Et je peux continuer. C'est-à-dire, ces écrivains, ils sont leur singularité, je pense qu'ils auraient été pas vus dans l'IA parce qu'ils auraient été noyés dans la médiocrité, on les aurait pas aperçus et pourtant, c'est parce qu'ils ont eu un aspect, on dit disruptif, le modernisme. C'est-à-dire Disruptif. qu'à un moment, ils sont arrivés, hein, on le voit bien, j'ai vu avec Flaubert, il est arrivé à un moment comment, c'est ce qui étonne beaucoup, Sartre dans l'Idiot de la famille, comment ce bourgeois idiot, hein, l'idiot de la famille, est arrivé à se décentrer et à créer, ces romans, qui ont complètement changé, la littérature mondiale, hein. C'est très bien expliqué, notamment, je reviens à Bourdieu dans Les règles de l'art, hein. Mmh. Comment il a réussi à se décentrer, ça l'IA ne pourra pas le faire. Mmh. Puisqu'elle le fera qu'à partir que maintenant elle peut le faire, puisque en rentrant Flaubert, elle peut faire du Flaubert. En rentrant Proust, elle peut faire du Proust, mais avant Proust, elle peut pas. Toi, comment tu penses qu'on peut, naviguer avec ces outils, sachant que bon, je pense qu'il faut pas passer à côté de la technologie, il faut les utiliser avec parcimonie. Comment on garde notre libre arbitre, parmi tout ça? Comment on évite, de reprogrammer, ou de d'influencer notre cerveau, Bah, notre libre arbitre, faut revenir au petit texte de Jacques Bouvresse que je vous ai lu, revenez à ce texte. Il faut garder l'esprit critique, l'esprit curieux, heu heu il faut savoir ce qu'on va demander, à l'IA pour être capable de critiquer la sortie, de garder d'être capable de tu vois, de pas se laisser emporter, parce que ça va raconter sous prétexte que c'est des maths, que ça va être la vérité. Non, ça ne donne pas la vérité, hein. Et donc c'est un outil dont il faut bien comprendre le fonctionnement et il faut l'utiliser dans les limites de sa conception et des biais de sa conception. d'accord, et comment on fait ça? Eh ben, je te dis que si tu t'interroges, il faut regarder d'abord les données, sur quoi il a fait cette machine a travaillé et s'est entraînée, sur quelles données? Très Mmh. important, Mmh. hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux, on venait à la médecine, de venir, sur des données validées, véridiques et cetera. C'est plus sûr, pour pour obtenir une réponse qui ait un peu de sens. Les algorithmes, malheureusement, on n'est pas mathématicien, donc ça, qu'on ne pourra pas juger de leur validité et de leur, on ne peut pas en juger et qu'une fois qu'on a la réponse, revenir à ce que disait, Chomsky, reprendre, demander sur quoi elle s'est appuyée pour toutes ces conclusions. Très bien. Dans cet épisode, on a vu que notre cerveau n'est pas passif face à l'IA. Il s'adapte, se reconfigure, crée de nouvelles stratégies cognitives. La question n'est donc pas allons-nous être dépassés, mais plutôt comment guider cette plasticité pour qu'elle nous renforce plutôt qu'elle nous fragilise. Et surtout, si notre cerveau s'adapte à l'IA, qu'en est-il de ce que nous choisissons de lui confier? C'est le sujet de l'épisode suivant, la mémoire.